C'est ça la question dramatique. Enfin, c'est pas la question dramatique, puisque la question dramatique, c'est est-ce que l'action va permettre au personnage de se réconcilier. Mais ce qui sous-tend la question dramatique, ce qui lui donne de l'intérêt, c'est une fois qu'on a posé le doigt sur les enjeux, de savoir comment ces enjeux peuvent être résolus. Est-ce que c'est seulement possible pour ces enjeux d'être résolus? Il y a toujours la possibilité qu'ils restent dans une incompréhension pour le reste de leur vie et que c'est fini, leur relation elle est morte. Et en fait, c'est cette question, comment ce point de tension entre le père et la fille va évoluer? Salut, c'est Anaël. Aujourd'hui, je réfléchissais, parce que je suis en train de préparer le stage de nouvelles que j'anime ce week-end, je réfléchissais à ce qui fait la solidité d'une intrigue. Et je me disais, dans une nouvelle, on n'a pas la place pour les temps morts. Après, je me suis dit, on n'a pas la place pour les temps morts dans la fiction en général. Qu'est-ce qu'on entend par un temps mort en fiction? C'est pas un endroit où il se passe rien. Parfois, on se dit ça, on se dit, il faut qu'il se passe tout le temps un truc, il faut qu'il n'y ait pas de moment où les personnages se regardent dans le blanc des yeux, etc., etc. Mais c'est faux. Il peut se passer beaucoup de choses et en fait que ce soit un temps mort. Un temps mort en fiction, et dans tout ce qui a trait à l'écriture narrative, un temps mort, c'est un moment qui ne fait pas avancer l'intrigue. Ce qu'on entend par faire avancer l'intrigue, c'est simplement que chaque étape de l'histoire, chaque scène, doit faire progresser l'intensité et la compréhension des enjeux, de la tension et du conflit. Pourquoi? Parce que c'est à travers le conflit que les personnages vont être mis sous pression et qu'ils vont pouvoir résoudre des choses qu'ils ont gardées comme ça, enfouies peut-être, ou qui sont latentes, qui n'ont pas encore eu la possibilité d'émerger complètement dans leur vie. Et le conflit permet ça. Le conflit les met sous pression de telle façon qu'à un moment donné, ils n'ont plus d'autre choix que de craquer, d'exploser. C'est pas forcément une explosion très spectaculaire, encore une fois, il faut toujours remettre ça sous l'angle du genre dans lequel vous écrivez. Et cette explosion leur permet de dépasser un statu quo dans lequel ils s'étaient un petit peu installés, en tout cas un statu quo dans lequel ils sont confortables, auquel ils sont habitués. Par exemple, si on prend une histoire d'un personnage qu'on va appeler Marie, qui s'est disputée avec son père, au début de l'histoire, elle se dispute avec son père pour quelque chose d'apparemment anecdotique. Et la grande question, la question dramatique qui va sous-tendre toute l'intrigue, donc toutes les actions, ça va être est-ce que Marie va se réconcilier avec son père ou est-ce que la rupture est définitive? Pour qu'il se passe quelque chose, pour qu'on considère qu'une scène n'est pas un temps mort, il faut que chaque scène rende plus lisible la tension, les racines de la tension, les enjeux de la tension qui existent entre Marie et son père, et probablement de manière connexe dans d'autres domaines de la vie de Marie, mais qui sont reliés à un noyau commun qui s'est exprimé à cet endroit-là dans la dispute avec son père. On peut très bien, dans ce contexte-là, imaginer une scène dans laquelle le père et la fille sont simplement dans la même pièce, peut-être qu'ils mangent ensemble, peut-être qu'ils cuisinent ensemble, mais qu'ils ne se disent pas grand-chose, ou que des choses superficielles. L'action en elle-même n'a pas l'air d'avoir beaucoup d'incidence, de beaucoup d'importance. Ils sont en train de préparer une salade. Bon, ok, super. Il n'y a pas plus anecdotique que ça. Et en même temps, la manière dont la scène est racontée, la nature, la texture des silences qu'on va développer, peut-être 2-3 choses qu'on va pouvoir mettre dans le sous-texte, dans des petits mots qui sont exprimés par l'un ou par l'autre. On va pouvoir installer un peu plus une tension entre eux. Et peut-être à cet endroit-là, ce qu'on veut, c'est montrer que la dispute n'est pas temporaire, que c'est une dispute profonde. Et que le petit éclat de voix qu'il y a eu quelques scènes avant, au moment de l'incident déclencheur, il ne va pas se résoudre facilement. On peut très bien imaginer une scène comme ça. Ou ça peut être une scène qui vient plus tard, dans laquelle on a déjà eu accès à certains des enjeux sous-jacents de cette dispute entre le père et la fille. Et à l'intérieur de la scène, on va mettre des petits indices qui nous rappellent la nature des enjeux de la dispute. Et ça va nous, lecteurs, nous mettre encore plus mal pour les personnages, encore plus en tension avec les personnages. Donc ce qu'on entend quand on dit qu'il ne faut pas qu'il y ait de temps mort dans une histoire, c'est qu'on veut que chaque scène contribue à la construction de l'ensemble émotionnel qu'est l'histoire. Cet ensemble émotionnel, il est composé de plusieurs choses. Il est composé d'un noyau, c'est-à-dire c'est le problème qui est à l'origine de l'histoire, le problème de fond, le truc irrésolu, la parole qui n'a pas été prononcée, l'incompréhension au-delà de laquelle on n'a jamais été. Ça peut être plein de choses. Il y a tellement de variétés et de causes possibles à un conflit dramatique que je ne peux pas toutes les énumérer. Mais on va aller chercher vraiment ce qui est au fond. Ce truc que si on arrivait à le dire, ça changerait tout. Si on arrivait à faire cette chose-là, ça changerait tout. Peut-être qu'on a un personnage qui est pas bien dans son boulot et qu'il aurait besoin de changer de travail, mais que pour plein de raisons, il n'y arrive pas. Mais si seulement il arrivait à démissionner, alors sa vie prendrait un autre cours, un cours certainement meilleur. C'est ça le noyau qui nous intéresse. C'est vraiment la question de quelle est l'action qui, si elle était posée dès le départ, invaliderait toute l'intrigue.
Et en fait, une intrigue, c'est simplement ça. C'est un fil d'événements. Donc encore une fois, des événements qui sont soit causés par le personnage, soit que le personnage subit. Et c'est un fil d'événements qui tous contribuent à mettre de la pression autour du personnage, de telle façon qu'à un moment donné, il n'a pas d'autre choix que de poser l'action qu'il repousse, qu'il se retient de poser depuis certainement des années avant le début de l'histoire, ou alors, si c'est pas poser une action, c'est dire quelque chose, c'est exprimer quelque chose qui garde sous cloche depuis là aussi des années. Donc j'imaginais, quand je réfléchissais à cet épisode, je réfléchissais à ce qui pouvait être la cause de la dispute entre Marie et son père, et je me disais, bah tiens, si la mère était morte il y a quelques années, et que le père n'ait toujours pas fait son deuil, mais que Marie, elle ait fait son deuil. Et qui est depuis ce moment-là une sorte d'incompréhension entre le père et la fille. Le père ne comprend pas que sa fille ait pu dépasser la mort de sa mère aussi vite. Il a l'impression peut-être que la mort de sa mère n'a pas touché Marie. Peut-être qu'il a l'impression que ce deuil aurait mérité plus de temps. Peut-être que simplement il se sent démuni lui-même face à l'absence soudaine de sa femme et il aimerait bien avoir les ressources que Marie a trouvées. Donc il l'envie. Il peut y avoir aussi cette teinte-là. Donc en fait, on va creuser autour d'un point de tension. On va creuser tout ce qui peut éclairer et nuancer l'expérience du personnage. Et du côté de Marie, c'est pareil. C'est-à-dire que Marie, elle a certainement fait un travail émotionnel important, intense, qui lui a permis d'accepter la mort de sa mère plus facilement, ou en tout cas là où son père ne l'a pas accepté. Ça ne veut pas dire qu'elle n'en souffre pas. Peut-être qu'elle sent bien que son père lui reproche directement ou indirectement d'avoir fait son deuil et que ça la culpabilise et en même temps ça la fait souffrir parce qu'elle a traversé des choses difficiles qu'on ne va pas raconter. On ne va pas raconter ces choses-là. Nous, ça ne nous intéresse pas de les raconter. Ce qui nous intéresse, c'est de voir s'il est possible pour ce père et cette fille de se réconcilier. De se réconcilier non pas sur la broutille qui les a mis en désaccord au début de l'intrigue, mais de se réconcilier sur ce point d'incompréhension. Est-ce qu'il va s'agir pour eux, pour l'un ou l'autre, d'arriver à rejoindre. Est-ce qu'il faut que Marie se rende compte qu'elle n'a pas vraiment fait son deuil et qu'elle souffre de la mort de sa mère et qu'elle a peut-être été dans le déni de sa souffrance? Ou est-ce qu'il faut au contraire que le père réussisse à faire son deuil? Ou est-ce qu'il faut qu'ils arrivent à accepter de vivre des deuils différents ou de vivre la mort de manière différente? C'est ça la question dramatique. Enfin, c'est pas la question dramatique, puisque la question dramatique, c'est est-ce que l'action va permettre au personnage de se réconcilier? Mais ce qui sous-tend la question dramatique, ce qui lui donne de l'intérêt, ce qui lui donne de l'enjeu, c'est ce point-là une fois qu'on a posé le doigt sur les enjeux, de savoir comment ces enjeux peuvent être résolus. Est-ce que c'est seulement possible pour ces enjeux d'être résolus? Il y a toujours la possibilité qu'ils restent dans une incompréhension pour le reste de leur vie et que c'est fini, leur relation elle est morte. Et peut-être que c'est ce deuil-là qu'il faut faire aussi. Et en fait, c'est cette question de comment ce point, encore une fois, ce point de tension entre le père et la fille, comment ce point-là va évoluer. Et pour le faire évoluer, nous, on a besoin de mettre le plus de pression possible autour des personnages, de telle sorte que ça explose, de telle sorte qu'il n'ait d'autre choix que de résoudre cette chose qui reste et qui empoisonne leur relation depuis la mort de la mère. Mais ça, on ne va pas le faire tout de suite. On ne va pas donner toutes ces clés de lecture au lecteur d'entrée de jeu. C'est l'objet de l'intrigue que de construire ces clés de lecture. Quand je parle de verticalisation du conflit au milieu de l'histoire, c'est qu'en surface, c'est l'histoire d'une dispute. On va imaginer que c'est une dispute sur peut-être Marie, elle a encore rompu avec un de ses amants et le père ne comprend pas pourquoi elle ne construit pas une relation durable avec quelqu'un et comment ça se fait qu'elle n'arrive pas à trouver quelqu'un et qu'elle ne prenne pas sur elle et qu'elle ne fasse pas les compromis. Enfin voilà, tout ce qu'on peut imaginer qu'un père puisse dire à sa fille sur ce sujet-là. C'est intéressant de prendre ce sujet-là parce qu'il fait directement écho à la perte de la mère, donc à la relation de couple originelle. Et donc, ça permet de préparer émotionnellement le vrai conflit, le vrai enjeu. Puisque le père, en réalité, il veut juste que sa fille soit heureuse. Et il s'en moque qu'elle soit en couple avec un tel ou qu'elle soit en couple tout court. Mais comme ça ravive sans cesse cette perte que lui a subie et dont il ne s'est pas remis, ça le tend et ça se retourne contre sa fille et du coup, ils se disputent. Mais donc, on peut imaginer très bien qu'il y a une dispute au départ sur Marie qui arrive pour leur déjeuner. Peut-être qu'ils ont un déjeuner mensuel ou hebdomadaire ensemble. Et puis, elle lui dit, écoute, machin viendra pas parce que ça y est, c'est fini entre nous. Et le père explose. Il fait quoi encore? Mais tu peux jamais tenir un gars. Ça peut être notre scène d'incident déclencheur. Dans toute la première moitié de notre acte 2, dans toute la première moitié de notre intrigue, on a l'impression que c'est ça l'enjeu de l'histoire. Parce que c'est pendant cette partie-là de l'intrigue que nous, lecteurs, on va pouvoir avoir accès à de nouvelles informations qui n'étaient pas lisibles jusqu'à maintenant, qui n'étaient pas visibles. Et on va apprendre que c'est pas la première fois qu'ils se disputent sur ce sujet-là, que effectivement, peut-être que Marie, elle n'est pas branchée couple et qu'elle a gardé aucune de ses relations pendant longtemps.
et que le père, ça le dérange et qu'il est, de la vieille école et qu'il comprend pas pourquoi c'est comme ça et que ça a toujours été un point de tension entre eux. Ça, c'est des choses qu'on peut apprendre petit à petit. C'est pas des choses qu'on va apprendre dans le premier acte, parce que dans le premier acte, c'est pas une problématique qui est mise en avant dans la vie des personnages. C'est forcément des choses qu'on apprend une fois que l'incident déclencheur a eu lieu, parce que Marie, elle va râler probablement auprès d'un de ses amis, de sa psy, de je ne sais qui, sur le fait que son père s'est énervé parce qu'elle avait quitté, je sais pas que machin, là, je vais pas donner de prénom, et ça peut donner lieu à une conversation où elle va dire c'est pas la première fois, et puis on va pouvoir avoir accès à cette information. Pendant toute la première moitié de l'intrigue, donc, la question qui se pose, c'est la question de cette dispute-là. Comment est-ce que ça va se résoudre? Qu'est-ce que Marie va décider de faire? Est-ce que cette fois-ci, c'en est trop, je lui parle plus, c'est bon, de toute façon, c'est un vieux con? Est-ce qu'elle va faire des efforts parce qu'elle veut pas se disputer avec son vieux père et qu'elle va essayer de passer de la pommade et que lui va être réfractaire? On ne sait pas. Tout ça, ça va être l'objet de notre première moitié d'intrigue. Mais en avançant sur ce fil-là, comme c'est pas le vrai problème, la rupture récente de Marie, on va faire émerger des questionnements chez le lecteur. Comment ça se fait que ça prenne de telles proportions? Comment ça se fait que le père soit aussi réfractaire aux tentatives de réconciliation de sa fille? Ou comment ça se fait que la fille, elle, soit bien contente d'être débarrassée de son père? On comprend pas parce qu'avec les informations dont on dispose, ça colle pas, il y a quelque chose qui va pas. Les enjeux sont pas assez forts pour justifier des réactions aussi extrêmes. Ça, c'est normal, c'est ce qu'on veut. On veut que ce côté intrigant, justement, de l'intrigue. Ça va nous permettre d'arriver à la moitié de notre acte 2, au moment où on va apprendre cette histoire de mort de la mère. Et on va pouvoir commencer à donner des indications au lecteur sur la différence dans le traitement du deuil de chacun des personnages. Et cette question-là, qui est la question de fond, qui est la verticalisation du conflit, c'est-à-dire que on passe d'une question dramatique superficielle à la question dramatique de fond. On passe de « Ah, Marie et son père se sont disputés parce que Marie a quitté un de ses amis » à « Ils n'arrivent plus à communiquer l'un et l'autre depuis la mort de la mère parce qu'ils ont deux manières différentes de vivre leur deuil ». Et là, on arrive sur quelque chose qui va nous toucher beaucoup plus profondément. Donc on peut être sur de la comédie au début et puis après sur quelque chose d'un peu plus tragique, par exemple en traitement, ou pas forcément d'ailleurs dans la comédie au début. Et après, on va traiter de cette deuxième partie. Pour que ça fonctionne, il faut que les scènes qu'on va mettre en place mobilisent notre attention autour des points de tension qui occupent les personnages. Il faut que nos scènes fassent émerger les enjeux. Non pas par la parole des personnages nécessairement, même s'il y a des choses qu'on peut leur faire dire, mais par des situations qui vont nous donner des indices comme ça, par petits bouts, qui nous permettent de ressentir la globalité du problème. Et qu'on se rende compte qu'il y a bien une tension entre le père et la fille qui dure depuis un petit moment, et que c'est probablement pas simplement sa rupture là qui en est l'enjeu. Elle est simplement cette rupture le prétexte à faire émerger tout ça. Donc voilà ce qu'on entend par pas de temps mort dans l'intrigue. C'est pas qu'il faut qu'il n'y ait pas de moment calme, ou qu'il n'y ait pas de moment contemplatif, c'est simplement que chaque moment de l'histoire, chaque moment de la narration nous aide à faire avancer notre compréhension des enjeux de l'intrigue, nous aide aussi à faire avancer tout simplement la pression qu'on met sur les personnages pour pouvoir arriver à ce point culminant où ça pète, où les choses sont enfin dites. Mais pour que ça fonctionne, le moment où les choses sont enfin dites, il faut que nous, lecteurs, on les ait vus être préparés. C'est ce à quoi sert l'intrigue. Donc quand on dit qu'une scène doit faire avancer l'intrigue, ce qu'on dit, c'est qu'elle doit faire progresser le niveau de tension dramatique, donc l'intensité de la tension dramatique ou du conflit, qu'elle doit faire avancer notre lecture, notre compréhension, notre perception des enjeux et aussi leur intensité. Et pour ça, on va créer des obstacles de plus en plus importants, internes ou externes, et aussi leur intensité, c'est-à-dire que plus on avance, plus on dévoile des enjeux importants. Au début, l'enjeu, c'est mon père et moi, on se parle plus trop. Et puis après, c'est maintenant, on se voit plus. Et puis après, en fait, ça fait 3 ans que c'est difficile entre nous. Et en fait, on se rend compte comme ça que les enjeux, ils existent déjà. Ils ne sont pas créés par l'histoire. Ils sont simplement révélés par elle. Justement, la tension, elle est importante parce qu'elle permet de révéler des choses qui sont latentes. Et évidemment, les scènes font progresser aussi la résolution de l'intrigue. C'est-à-dire que plus on avance dans les scènes, plus on donne de ressources aux personnages et plus on répond à des sous-questions. Une intrigue, c'est une grande question dramatique, mais c'est plein de sous-questions dramatiques qui trouvent aussi leur réponse par les actions des personnages et par le développement des scènes. Je m'arrête là pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne journée. Merci de m'avoir écouté. Ciao!